Merci. Bonjour. Lorsque j'interviens auprès des enseignantes, la question récurrente, c'est à quel moment est-ce qu'elles vont faire les pratiques de pleine conscience, les pratiques de méditation avec les enfants? Quel est le moment propice? Moi, je leur réponds toujours que c'est dans les moments de transition. Par exemple, lorsque les enfants reviennent de récréation, pour leur assurer que les enfants peuvent revenir à eux et être pleinement présents à ce que dit l'enseignante. Alors je vous propose, pour m'assurer d'avoir votre attention, que nous faisions une petite pratique de pleine conscience ensemble. Je vous propose de fermer les yeux et de sentir quelle posture confortable, assise, vous pouvez prendre en ce moment. Installez-vous confortablement. Sentez les réajustements de votre corps sur la chaise. Voilà. Et si c'est possible, gardez les yeux fermés. Lentement, nous allons ensemble porter notre attention sur nos pieds et sentir les sensations de contact de nos pieds avec le sol. Explorer toutes les sensations de nos deux pieds en contact. Remonter lentement le long de nos jambes jusqu'à notre bassin. Porter notre attention sur notre bassin, ainsi sur les sensations d'appui de notre bassin sur la chaise. Comment est-ce que ça sent, les pieds, le bassin en contact avec la chaise? Et nous remontons le long de notre dos, en contact avec les sensations d'appui de notre dos, avec le dossier de la chaise. Et lentement, nous allons rejoindre notre respiration, l'endroit de notre corps où ça respire pour nous, où les sensations liées à la respiration sont les plus présentes pour nous, que ce soit le nez, la gorge, la poitrine, le ventre. Et nous relions notre respiration sans aucun désir de changer quoi que ce soit à son rythme, à ses qualités, simplement en nous ouvrant à ce qu'elle est en ce moment précis. Et nous suivons chaque inspiration et chaque expiration. Pleinement présent aux sensations liées à notre souffle.
Je vais pouvoir commencer ma présentation. Moi, je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler des enjeux de la pleine conscience pour l'enfant. C'était pas simple de choisir le sujet de cette présentation. En fait, voilà 4 ans, Dirk vous l'a dit, donc je suis psychologue clinicienne, j'ai été logopédiste pendant 30 ans, travaillant avec des enfants en collaboration avec la psychiatrie infantile de Genève. Et voilà 8 ans, je me suis formée à l'instruction de la pleine conscience pour les adultes. Et tout naturellement, l'envie d'intervenir auprès des enfants est venue. Et voilà 4 ans que j'interviens dans les classes du public à Genève et dans les écoles privées pour apporter des pratiques, introduire des pratiques de pleine conscience dans les classes. Et plus j'avance, et plus je me rends compte de la complexité de la chose. Et ce que j'observe, ce que j'ai même observé chez moi, c'est cet enthousiasme du départ et ce désir d'aller trop vite, ce risque d'aller trop vite. Parce qu'on se rend compte, Jean-Gérard Bloch l'a dit ce matin, des bienfaits qu'on peut apporter autour de nous, des bienfaits qu'on peut apporter aux enfants, c'est visible. Et c'est très facile de se laisser prendre dans cet enthousiasme-là qui m'a fait oublier la complexité de la chose. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les questionnements que j'ai depuis ces 4 ans et ouvrir un champ de discussion par rapport à comment est-ce qu'on pourrait réajuster, ça c'est mon avis, comment est-ce qu'on pourrait réajuster les pratiques, la façon les protocoles, quel protocole, parce qu'il y en a vraiment un nombre considérable de protocoles pour les enfants aux États-Unis et ici on assiste en Europe. C'est trop fort comme ça? Ça va comme ça? Ah oui, d'accord. Ok. On assiste aussi en Europe à un fleurissement des programmes. La plupart du temps, ce sont des programmes qui forment des enseignants ou en tout cas des professionnels de l'enfance qui interviennent de l'extérieur dans les classes. Maintenant, de plus en plus, et ça c'est mon credo, des enseignants sont formés pour eux-mêmes introduire les pratiques de pleine conscience dans leur propre classe. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ça fait partie d'un de mes credos pour la suite. Voilà, donc je vous présente le plan. Donc je vais vous dire brièvement, je vous rappelle que je ne suis pas une chercheuse, je suis une clinicienne. D'ailleurs, mes références sont plutôt de l'ordre de la psychodynamique, de la systémique et ces dernières années de la TCC. Et donc, je ne vais pas vous parler des recherches. Ce que je dirais juste, c'est que, bien sûr, en ce moment, ça on le sait, les recherches sont en pleine expansion. Elles sont en nombre beaucoup plus limité que pour les adultes, mais c'est normal, ça pose vraiment des problèmes méthodologiques. Et en fait, ce que je peux lire des résultats de recherche, c'est ce qu'on peut observer en clinique. Donc, bien sûr, les recherches sont très très importantes, mais encore faut-il savoir, et faut-il voir quel genre de protocole on propose aux enfants. Donc, je survolerai parce qu'on n'a pas... Je mettrai vraiment l'accent sur les enjeux, mais j'avais quand même envie de vous parler des programmes de pleine conscience, vous dire 2 mots en donnant des exemples au contexte thérapeutique et éducatif. Et ensuite, parler des enjeux, j'en ai dégagé 4. L'environnement de l'enfant, l'enfant comme participant, les pratiques et l'instructeur de pleine conscience pour les enfants. Ensuite, j'ai tenté de proposer un modèle, un schéma qui nous permettra de mieux comprendre cette complexité et cette complexité des enjeux qui entourent toute cette adaptation des pratiques pleine conscience pour l'enfant.
Je ne parlerai pas des ados, des adolescents. C'est un monde totalement différent pour moi. C'est-à-dire que ça demande à nouveau un programme très différent. Ça ne sont pas de jeunes adultes pour les pratiques, ça ne sont pas de jeunes adultes ou de petits adultes, ni de grands enfants. C'est vraiment une population très différente et ça mérite vraiment une réflexion encore différente de celle pour les enfants. Et je terminerai avec des souhaits pour le futur en guise de conclusion. Donc voilà un tableau pour les particularités des programmes en contexte thérapeutique et en contexte éducatif. On voit que, bien sûr, le nombre d'enfants est plus restreint par rapport à un groupe plus élargi, par exemple en milieu scolaire, qu'en contexte thérapeutique, on s'adresse à une population spécifique. Je vous donnerai l'exemple d'un programme que l'on fait à Genève avec une collègue psychiatre pour les enfants qui sont diagnostiqués TDAH et troubles anxieux, qui souffrent de troubles anxieux. Et concernant le contenu, en contexte thérapeutique, on peut dire qu'en contexte thérapeutique, on a une double adaptation. Il y a d'abord les pratiques adaptées de l'adulte, adaptées aux enfants, et ensuite adaptées à la problématique de l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, dans nos groupes où nous avons des enfants qui ont vraiment des problèmes d'hyperactivité, nous n'allons pas commencer par les asseoir sur un coussin, c'est évident. Nous allons plutôt commencer par des pratiques en mouvement, pratiques de yoga ou pratiques de marche en pleine conscience. Une psychoéducation ciblée sur les problématiques spécifiques à l'enfant, comme on insistera beaucoup plus sur l'attention ou sur l'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété ? En contexte éducatif, on parle de psychoéducation. Moi, je n'aime pas ce terme, mais je n'en ai encore pas trouvé un autre différent. Ça fait peur quand on dit psychoéducation en contexte éducatif. En fait, c'est simplement dire que apportons un enseignement aux enfants sur ce qu'est l'attention. John nous dit, Kabat-Zinn, on demande sans arrêt aux enfants d'être attentifs, mais on ne leur montre pas comment. Moi, je dirais en plus, parlons-leur de l'attention. Parce qu'on leur demande d'être attentifs, mais en même temps, c'est un sujet, personne n'a jamais vu l'attention, hein. Elle est impalpable. Si vous demandez à des professionnels de définir l'attention, vous aurez autant de réponses que de professionnels. C'est un sujet qui est un sujet de recherche en pleine expansion en ce moment. Il y a notamment un de vos compatriotes français, chercheur au CNRS, qui a écrit un livre tout à fait remarquable sur le cerveau funambule. J'aime beaucoup cette métaphore du cerveau funambule. Je l'utilise beaucoup avec les enfants, qui montre que c'est vraiment l'attention, c'est quelque chose de très labile, c'est difficile. C'est au même titre que le funambule qui marche sur un fil, qu'on peut tomber et on peut remonter sur le fil, mais qu'à tout moment on doit se réajuster. Et moi je trouve que là il y a quelque chose d'important à transmettre aux enfants, c'est que c'est difficile d'être attentif. Et ça on ne le dit pas, on ne le reconnaît pas. Ça c'est peut-être la première chose. Je m'égare un petit peu. Donc voilà, cette psychoéducation de l'attention, tout comme les émotions, c'est quelque chose d'important à prendre en compte dans les classes, dans les systèmes scolaires. Je ne sais pas en France, mais j'imagine que c'est la même chose qu'en Suisse. En Suisse, on a ce qu'on appelle le PER, le programme d'études romans. Alors sur le papier, c'est magnifique, hein. On s'occupe de tous les aspects de la personne entière, notamment le développement affectif de l'enfant, noir sur blanc. C'est noté que le développement affectif de l'enfant est pris en compte, mais dans la réalité, aucun exercice n'est proposé aux enfants concernant la gestion des émotions, la reconnaissance des émotions, comprendre simplement ce que c'est une émotion. On ne peut pas comparer, en tout cas la Suisse, je ne parlerai pas pour la France, avec les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, je
pense que sur ce plan-là, ils ont une longueur d'avance. Ils ont quand même ce qu'on appelle le Social Emotional Learning, qui est pris en compte. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le système, ça mériterait que je prenne plus de renseignements, mais en tout cas, chez eux, c'est quand même un aspect qui est beaucoup plus pris en compte dans les apprentissages scolaires. Des intervenants qui sont différents, hein, en contexte thérapeutique, psychologue, pédopsychiatre, et en contexte éducatif, un enseignant, un éducateur. Et là, comme je le disais, je parlais tout à l'heure des programmes, il y a deux façons de faire. Il y a l'intervenant extérieur qui vient dans une classe, qui reste 8 séances, un peu dans le modèle, par exemple, anglais du DOT-B training. Ou le DOT pose pour les petits. Il vient, il pratique avec les enfants sur 8 séances, ça dépend des protocoles, et ensuite, voilà, il demande à l'enseignant de pratiquer, de prolonger les pratiques entre les séances, mais vous pouvez juste vous imaginer aussi la limitation d'une telle approche, puisque c'est l'enseignant, ils interviennent aussi dans des classes où l'enseignant n'est pas méditant. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer la pérennité de ces pratiques? Comment est-ce que comment le relais se fait? Comment c'est intégré dans la classe? Ça pose vraiment ce souci-là. Ou alors l'enseignement lui-même qui est formé. Et moi, je pense que c'est dans cette direction-là que nous devrions aller. Alors un exemple que je survolerai de nouveau, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi. Programme My Mind, ma collègue et moi-même nous sommes inspirés de ce programme de Susan Buggles qui inclut les parents. Il s'agit d'un programme pour les enfants qui ont été diagnostiqués. On ne s'attardera pas sur ce diagnostic de déficit d'attention et d'hyperactivité qui aussi soulève beaucoup de polémiques. Et ASD, c'est pour les enfants autistes. Et la particularité de ce programme, je ne sais pas s'il en existe un autre, j'ai essayé de regarder sur Internet, c'est d'inclure les parents dans le programme. C'est-à-dire que le programme se fait, les séances se font dans un même lieu, nous on le fait dans un cabinet privé, au même moment, mais dans des salles différentes. Et par moment, nous rencontrons pour pratiquer ensemble certaines séances communes. Nous donnons des exercices spécifiques. Je donne des exercices spécifiques aux enfants et ma collègue donne des exercices spécifiques aux parents. Donc voilà, c'est vrai que ce qui est délicat, c'est de pouvoir transmettre aux parents, parce que ça c'est une condition sine qua non pour qu'ils participent au programme. Pour que leur enfant participe, c'est qu'un des deux parents participe, vienne les 8 séances et soit en mesure d'entrer dans des pratiques méditatives. Donc on a des entretiens, 2 entretiens avant de pouvoir poser les indications et voilà, c'est pas simple parce qu'on sait que la méditation doit partir d'un choix personnel. Donc quand l'enfant vient, il est très motivé par les soucis qu'il occupe pour son enfant et non les soucis qu'il a pour lui-même. Et puis l'enfant, il veut faire plaisir à ses parents. Donc déjà là, on peut imaginer la difficulté que ça représente. Mais voilà. Ma collègue propose, pendant les séances faites avec les parents, tout un travail sur la parentalité, sur le stress parental, qui a vraiment un impact important, sur l'investissement des parents dans ces séances-là. Ce sont des petits groupes, 5 à 6 parents maximum, 5 à 6 enfants maximum. Et ce travail sur la parentalité se fait sous forme de jeux de rôle et de mise en situation. Et là, il y a aussi tout un travail de psychoéducation pour une meilleure compréhension du problème de l'enfant. Par exemple, là, dans ce cas précis, sur le trouble anxieux
sur le déficit d'attention, sur les stratégies qu'on peut développer à la maison, au jour le jour, avec des enfants qui présentent ce genre de troubles, la relation avec les enseignants, les demandes qu'on peut faire dans le cadre scolaire par rapport à l'enseignant aussi. Et on demande aussi, elle demande aussi un soutien concernant l'engagement de l'enfant, c'est-à-dire d'être là en tant que soutien pour pratiquer, pour que l'enfant pratique. Donc on propose que les parents et les enfants pratiquent ensemble, et ensuite et aussi des pratiques séparées. Donc vous pouvez imaginer que, bien sûr, on ne propose pas des pratiques de la durée pour les parents, de la durée du programme MBSR, parce que sinon on n'aurait personne. Je veux dire, il faut être réaliste et prendre en compte les demandes importantes que nous faisons par an. Ce que je peux dire par rapport aux observations qu'on a et aux évaluations, c'est que voilà, c'est un programme qui a des impacts, à la fois un impact personnel sur le retour des parents qu'on a, c'est découvrir les pratiques méditatives pour eux, découvrir cette intimité avec eux-mêmes, ce rapprochement d'eux-mêmes, et des outils importants pour aussi utiliser dans la vie de tous les jours. Et puis dans la relation avec leur enfant. Je crois qu'il y a un moteur de changement qui est très important au bout des 8 séances, et ce qu'on peut voir, c'est des retours des parents aussi, c'est ce développement de l'empathie du parent vis-à-vis de son enfant. De se rendre compte, ça c'est unanime, de se rendre compte qu'eux-mêmes qui pratiquent, de voir à quel point c'est difficile d'être attentif. C'est difficile d'être attentif, d'être toujours, c'est ce qu'on remarque aussi dans ce qui est soulevé dans les programmes MBSR, dès qu'on s'arrête, hop, ce flot de pensée qui arrive. Et vraiment, à la deuxième séance, je trouve aussi ça très beau et très touchant quand ma collègue propose que les parents regardent leur enfant comme le raisin, comme l'exercice du raisin. Et les retours qu'on a sont très touchants et montrent quand même à quel point le nouveau regard, ce regard de débutant est un moteur puissant de changement dans la relation avec son enfant. Les enfants, des pratiques méditatives adaptées à leurs besoins, une psychoéducation autour de l'attention et des émotions, des pratiques, un espace de parole, et puis des pratiques TCC sur la confiance en soi, et d'autres pratiques TCC, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié, j'aurais dû le mettre. Voilà, donc ça c'est... Christine Barrois nous a parlé de ça tout à l'heure. Donc elle a donné un exemple de mise en situation. Voilà l'autre exemple de mise en situation qu'on propose aux enfants. Je descends dans la rue, sur le trottoir d'en face, je vois une personne, un ami, une personne que je connais bien. Je souris, je la salue. Il ou elle lève la tête et passe tout droit. Et ensuite les enfants écrivent les pensées qui sont là et les émotions. Pour qui il se prend ce SDF? Pourquoi il ne m'a pas salué? Il est fâché contre moi, pourquoi il ne m'a pas entendu? Et ensuite, les émotions qui les habitent dans le moment. Mise en situation de parent, concernant le stress parental. Mon enfant crise, il s'oppose, il ne veut pas partir à l'école. Ça, c'est dans des séances séparées. Moi, je fais séparément avec les enfants et ma collègue fait avec les parents. Et là, vous voyez aussi écrire les pensées, conscience des pensées, des émotions, des sensations et des actions. Encore une fois, je n'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais ma mâchoire se crispe. Je l'attrape. Qu'est-ce que je fais? Je l'attrape, je le relève, je l'habille. Donc ça, elle le fait bien sûr pas à la première ni à la deuxième séance. Elle le fait vraiment quand elle a déjà pu travailler avec eux. Je pense qu'elle le fait à la 5e séance à peu près. La prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi lorsqu'on est en méditation. Voilà. Ça, c'est un exemple de dessin d'enfant.
c'est aussi tiré des TCC. Jean Dumas, qui a écrit un livre qui est intéressant sur l'enfant anxieux. Tout d'abord, aborder les émotions pour des enfants qui ont des troubles de l'attention, impulsivité, c'est quelque chose de tout à fait central. Je l'aborde avec des albums illustrés. Grosse colère, par exemple, est un album qui est très intéressant, où on voit quand même l'enfant on voit se matérialiser les émotions dites négatives. Nous, on parle d'émotions embêtantes avec les enfants. Donc, comment elles se matérialisent sous la forme, par exemple, d'un gorille orange qui sort de sa bouche, ou un autre album illustré où on voit que la tristesse sous forme d'un immense nuage noir. Voilà, et ça, ensuite, j'invite les enfants à pouvoir, en les mettant en situation d'émotions difficiles, de pouvoir visualiser et baptiser leur émotion embêtante. Et ensuite, ce dessin-là, donc c'est une façon aussi de mettre à distance, cette émotion qui les submerge. Ces dessins-là et cette pratique-là va être réutilisée dans une pratique méditative qui s'apparente aux 3 minutes de respiration stop ou 3 minutes de respiration faire face, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle en MBCT, où l'enfant aura un dialogue avec son émotion embêtante qui est présente à l'intérieur de lui. Un exemple de mon contexte éducatif dans des classes primaires à Genève, de 2011 à 2015, pendant 4 ans, je suis intervenue au niveau 2P4P, ça fait à peu près 5-7 ans. Chez vous, je ne sais plus comment on appelle ces niveaux-là, CP peut-être, des classes primaires de Genève. 8 séances de 50 minutes. Je ne parle pas de mon protocole parce qu'en fait, j'ai suivi 5 programmes différents pour les enfants et j'arrive peu à peu à faire mon propre protocole, à imaginer les pratiques tout en gardant en tête, tout en étant guidé par le programme de fond de la MBSR de Kabat-Zinn, avec tous les éléments qui sont importants dans le programme MBSR de Kabat-Zinn et réajuster les pratiques pour les enfants. On parlera tout à l'heure de la nécessité peut-être d'imaginer un protocole qui serait applicable par tout le monde pour pouvoir imaginer aussi des recherches pour pouvoir aller de l'avant. Donc, dans cette intervention à l'école, je demandais la participation active de l'enseignante avec des pratiques méditatives proposées aux enfants, un travail de psychoéducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les émotions et des exercices entre les séances que l'enseignante proposerait. Et ensuite, une évaluation sous forme d'un entretien individuel. Voilà, ça c'est des résultats, j'aurais plutôt dû mettre observation sur 82 élèves. Ce qui est en tout cas frappant, c'est ce grand investissement des pratiques. Les enfants aiment, participent, ils sont partie prenante, ils sont actifs. Surtout les pratiques de type yoga, les pratiques de type body scan relaxant. Moi, j'utilise toujours je ne propose pas aux enfants le body scan comme il est fait en MBSR parce que c'est difficile pour les enfants de pouvoir faire cette pratique-là. Donc, je propose un body scan relaxant. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une généralisation possible pour certains enfants
d'apporter ces pratiques à la maison, surtout les pratiques portant sur la respiration. Et les observations avec 6 enseignants, je mets attention aux pratiques personnelles de l'enseignant. Oui, parce que les observations des enseignants ont été évidemment, on pouvait s'attendre, excessivement différentes si il y avait 2 enseignants sur 6 qui avaient suivi le protocole MBSR, qui étaient des pratiquants, et 4 autres qui ne l'avaient pas fait, mais qui avaient fait des approches plus yoga, qui avaient toutes des pratiques, elles avaient toutes des pratiques corporelles, mais de type yoga, tai chi. Et donc, voilà. Ce que disent les enseignantes, c'est que voilà, ce sont de nouvelles habitudes à introduire dans la classe, qu'on peut observer, ça c'est pour les enseignantes qui sont pratiquantes, des changements autant au niveau de l'atmosphère de la classe, du regard qu'elles ont elles-mêmes sur les enfants, et de la dynamique relationnelle entre des enfants entre eux. Que la motivation des élèves pour ce genre de pratique est vraiment importante. Quand l'enseignante oublie de faire certaines pratiques de transition, c'est l'enfant qui rappelle, les enfants qui rappellent qu'elle a oublié, en tant que rituel dans la classe. Et puis la psychoéducation de l'attention et des émotions pour toutes les enseignantes. On dit ça, c'est vraiment quelque chose qui est à introduire dans le système scolaire et les enseignantes n'ont pas ça. Chez nous, en tout cas, je vous écouterai tout à l'heure. Je ne sais pas en France comment ça se passe. Voilà, ça c'est des exemples de dessins qu'ont fait les enfants. En haut à gauche, pour la relaxation consciente. À droite, c'était le yoga. En dessous, c'est l'activité dont je vous parlais tout à l'heure pour illustrer l'importance de la pratique de l'enseignant, l'activité du bol. J'utilise un bol tibétain. J'ai toujours utilisé un bol tibétain, ce qui n'a jamais posé un problème dans les classes où j'étais. Mais on peut aussi utiliser d'autres instruments, évidemment. En bas à droite, c'est quand je n'arrive pas à faire mon travail, je regarde le caillou. C'est une activité que fait l'enseignante, une activité extérieure, d'aller chercher, demander aux enfants de choisir un objet dans la nature qui puisse lui rappeler les pratiques méditatives, les pratiques de pleine conscience qu'il pourrait faire en classe et de le poser sur son bureau. Voilà, alors on en arrive aux enjeux de la mindfulness pour les enfants. Donc ces questions que je me pose et que, selon moi, on doit prendre en compte. Jean-Gérard Bloch en a parlé tout à l'heure, et Christine aussi. Hein. Donc on vit dans un monde, 5 minutes, d'accord. On vit dans un monde de survalorisation de l'image, avec les nouvelles technologies et les écrans, et de surstimulation extérieure. Donc l'image prend une importance extrêmement importante pour l'enfant, et un impact qui est plus important probablement que ce que nous avions à l'époque lorsque nous étions enfants. Donc voilà ce que l'enfant voit. Et Christine parlait de Orange tout à l'heure. Je pense que même si j'ai évité de mettre le nom de ce géant de la téléphonie mobile, tout le monde l'aura reconnu. Tu veux aller plus vite, chez nous tu peux. Donc voilà l'environnement, dans quel environnement l'enfant évolue, avec les valeurs de société qu'on lui montre par rapport aux pratiques de pleine conscience qui prônent le stop, le ralentissement, la lenteur. Tu veux surfer sans limite, chez nous tu peux, la toute-puissance. Alors qu'en pleine conscience, on prône le non-contrôle, l'ouverture, la non-attente. Donc vraiment des valeurs complètement opposées. Quand on sait que la toute-puissance, la gestion de la frustration est un organisateur extrêmement important de la personnalité de l'enfant. Voilà, ça j'ai pris cette photo début juillet dans une grande surface genevoise. J'ai dit mais c'est juste pas possible ça. Pendant les vacances, je prépare ma rentrée. Je pense que c'est un enfant qui a voulu effacer, il avait bien raison. Voilà, donc de nouveau une valeur complètement contradictoire. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant?
quand on vient avec nos pratiques de pleine conscience du moment présent, quand on voit des affiches comme ça, ou vraiment d'anticipation anxieuse. Voilà, et ce que l'enfant entend souvent, aussi, je trouve qu'il y a des contradictions. Tu vas être en retard, dépêche-toi, reste tranquille. Reste tranquille, dépêche-toi, assieds-toi, concentre-toi, écoute, tais-toi. Ce que l'enfant vit, ce qu'il voit, ce qu'il vit, de la réalité de l'attention. Et on lui dit qu'il n'est pas attentif. Donc, voilà. Et ce qu'il vit au niveau émotionnel aussi, parfois, souvent. J'ai voulu... Voilà. Donc, pour moi, c'est important qu'on sache ces choses-là. Parce qu'un enfant, il ne sait pas ça. Donc je pense que c'est vraiment à prendre en compte dans les pratiques, dans l'approche de pleine conscience qu'on leur propose. C'est un peu plus d'honnêteté et d'authenticité. C'est difficile d'être attentif. Tu le vois, pour les adultes aussi, ils sont très intelligents, les enfants, ils le voient. Ils voient très bien que c'est difficile pour certains adultes de gérer ses émotions. Alors, nommons les choses. On leur dit que c'est vraiment quelque chose, je veux dire, c'est propre aussi à l'être humain, ces difficultés-là. Alors autant les nommer pour alléger leur culpabilité. Oui, je parle d'injonction paradoxale. Comment il se situe l'enfant dans cet univers de valeurs? Le deuxième enjeu, c'est l'enfant comme participant. Donc voilà, un choix non personnel. Alors on sait que c'est tellement important que ça parte de soi-même, la décision de faire des pratiques mindfulness. L'enfant, c'est un être humain en construction, avec toute la fragilité que ça représente. Fragilité quand on est en construction. Donc, importance de l'instructeur aussi qui connaît la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant et qui puisse observer ce qui se passe. Le développement de l'enfant qui n'est pas un processus linéaire. Là aussi, prudence. La perméabilité de l'enfant. Ce que je veux dire par perméabilité, c'est que nous sommes des adultes. Je pense que vous avez tous dans votre tête une enseignante ou un enseignant que vous avez apprécié. Quand on voit l'importance de la relation entre l'enfant et l'enseignant, ce que dit l'enseignant, c'est parole d'évangile. Donc, et ce que fait l'enseignant. Donc, prenons en compte cette perméabilité. Et ça, c'est des enjeux qui sont un peu, je dirais, fragilisants pour l'enfant à prendre en compte. Mais il a aussi des plus, il a des forces, l'enfant, par rapport à l'adulte. Le lien, qu'est-ce qui est plus proche à leur sensorialité? Les enfants sont beaucoup plus proches de la période sensorimotrice de Piaget, où leurs cinq sens en éveil sont complètement ouverts. Et d'ailleurs, on le voit, les enfants, quand ils sont absorbés, quand ils sont absorbés dans une activité, c'est qu'ils sont vraiment corps et âme. Et nous, en grandissant, on n'est plus que âme, on espère, mais plus corps, quoi, avec la secondarisation et l'avènement du langage et notre façon de vivre aussi. L'enthousiasme des enfants, la curiosité et la capacité à jouer. Le jeu, c'est souvent quelque chose de façon générale qui est quand même sous-estimé, l'importance du jeu. C'est pourtant le jeu, c'est la base de tous les apprentissages scolaires, la capacité à jouer. Winnicott, ce grand psychanalyste anglais, disait, pour les thérapeutes qui veulent s'occuper des enfants, tout d'abord, ils doivent réapprendre à jouer, et ensuite, ils peuvent s'occuper des enfants. Et mon livre de chevet actuel, j'ai trouvé intéressant la semaine dernière parce que je me suis dit ça, je vais le mettre sur un slide parce que ça tombait à pic. Le jeu est l'abandon à l'instant présent. Il est pleine conscience, il délivre de l'obligation de résultat, il libère l'humour, l'enthousiasme, l'engagement gratuit et sans réserve dans l'expérience de la vie. La dispute de Peter Pan. Alors les pratiques, je vais accélérer un peu parce que j'ai un tout petit peu peur d'arriver au bout. Donc au niveau
du cadre qui doit être sécurisant et contenant. Tout à l'heure, vous aviez une photo de la salle avec les tapis de yoga, les tapis jaunes pour l'enseignante. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais imaginé. Il faut bien séparer les territoires des enfants, les tapis bleus pour les enfants, les tapis jaunes pour les intervenants. Vraiment un cadre physique contenant. Des séances moins longues, des pratiques plus courtes, répétées, suffisamment répétées pour rassurer l'enfant, mais quand même variées pour qu'il ne s'ennuie pas trop, et ludique. Le jeu, c'est ça la force, c'est le jeu. Et là, les enfants, ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Le langage en fonction de l'âge. Tout à l'heure, je vous ai guidé dans une petite pratique de méditation, et voilà, j'ai adapté un peu le discours à la façon dont je parlerai aux enfants. Dialogues exploratoires, je l'ai mis en rouge parce que je crois que c'est le nœud. On verra tout à l'heure dans le schéma que j'ai fait. Donc, le dialogue exploratoire, c'est le dialogue au sujet de l'expérience du moment, qui est le cœur de la pleine conscience. Psychoéducation de l'attention et des émotions. L'instructeur, on arrive à un enjeu qui est, pour moi, c'est le plus important, c'est le plus problématique. L'instructeur qui a des compétences du savoir dans le développement de l'enfant et dans l'expérience, et des compétences de l'être. Ces compétences de l'être se construisent à partir de la pratique méditative régulière, personnelle. À ce propos, il y a un travail remarquable qui a été fait en 2012 par une équipe dont Rebecca Crane et les collaborateurs de l'université de Bangor sur les références, sur les critères d'évaluation de l'enseignement de la pleine conscience, avec 6 domaines de compétences. J'en ai retenu 2 pour le sujet qui nous préoccupe, de l'instructeur. Présence incarnée de la pleine conscience et qualité relationnelle de l'enseignant de pleine conscience. Et j'ai imaginé, si on reprend la question des enjeux de la pleine conscience pour les enfants, j'ai imaginé un modèle suite à des échanges faits avec une de nos collègues qui est instructrice aussi MBSR, qui s'occupe de la formation des instructeurs MBSR que vous connaissez peut-être, Gwenola Herbert, et aussi des enseignements de Thich Nhat Hanh, et justement de ce travail de Rebecca Crane et de ses collaborateurs. Et je me suis dit, voilà, on a l'enfant d'un côté qui est là, qui est prêt à recevoir ces pratiques. On a un cadre, un espace relationnel, un espace d'enseignement de la pleine conscience. Il faudrait réfléchir comment on va l'appeler, mais pour moi c'est un espace relationnel dans lequel on a des pratiques adaptées. On a un dialogue exploratoire adapté. On devrait, mais on ne l'a pas. On l'a pas. En tout cas, de façon pas assez fouillée. Et on a l'instructeur. L'instructeur, donc l'intention première de la pleine conscience, c'est de pouvoir se reconnecter à soi. Donc ça, c'est l'intention première. Se reconnecter à soi et développer, incarner des attitudes de pleine conscience dont Jean Gérard a parlé, notamment l'esprit de débutant, la patience, la bienveillance. Toutes ces attitudes qui sont travaillées pendant les 8 semaines MBSR, pour pouvoir rejaillir à l'extérieur avec ces qualités qui ont été mises en évidence par Rebecca Crane et ses collègues, de calme, de stabilité, d'authenticité, d'aisance, de non-réactivité, de vigilance, de vitalité, de compassion et de chaleur. Voilà. Et ceci devrait pouvoir imprégner les pratiques pour l'enfant et permettre à l'enfant de commencer de se reconnecter avec lui-même. Voilà. Et ce qui est quand même intéressant de voir, je vais vous donner un exemple très précis pour que vous compreniez mieux.
Une pratique qui est très importante que je propose aux enseignants, c'est la toute première qu'on fait, c'est l'écoute attentive. L'écoute attentive, l'enfant se reconnecte à, comme on l'a fait ce matin, se reconnecte à ses pieds, on s'enracine au sol, porte son attention sur ses oreilles et écoute le son d'un bol, du bol tibétain, et lève la main. Une fois qu'il n'entend plus du tout le son du bol. Voilà cette première pratique. Un enseignant qui ne pratique pas va avoir comme intention d'avoir le silence. Et donc les retours que j'ai quand l'enseignant ne pratique pas, c'est ça ne marche pas. Et les réactions, l'enseignante est réactive et demande le silence, s'énerve. Voilà les retours que j'ai eus. Une enseignante qui pratique comprendra vite que l'intention, ça n'est pas d'avoir le silence, mais l'intention première, c'est ça. C'est ça. Et donc, quand un enfant se reconnecte à lui-même, il pourra peut-être trouver un espace de calme. Mais la plupart du temps, ce n'est pas un espace de calme. Et donc, il va peut-être s'agiter plus, il va parler. Donc, dans un premier temps, on aura encore plus de bruit dans la classe. Mais c'est ça, le travail. C'est soutenir l'enfant qui se rapproche de lui-même. Et ce travail-là, il est fait dans le dialogue exploratoire. Et si ce travail-là n'est pas fait, on ne peut pas parler de pleine conscience. Et j'étais attentive à ce que disait Jean Gérard ce matin, parce que il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, c'est bien de faire des exercices attentionnels, c'est bien de faire des exercices de respiration, c'est bien de faire des exercices de yoga, mais ce sont des exercices, ça n'est pas la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment intégrer, incarner cette attitude, accompagner l'enfant dans ce travail de reconnexion à lui-même, et puis avec tout ce qui se déploie dans l'expérience. Et je parlais tout à l'heure d'un protocole. Je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir imaginer un protocole. Ce que j'ai fait moi, ce que je fais, c'est re-questionner tout ce que j'ai appris dans les différents programmes, et puis essayer de rester au cœur de ce que la pleine conscience propose. Et je pense qu'à l'avenir, et ça va être la dernière slide, c'est ça mes souhaits pour l'avenir, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on continue. Parce qu'on est dans un mouvement quand même qui est beaucoup trop rapide, dans une envie d'apporter la pleine conscience dans les écoles. Moi, je dis que la pleine conscience pour l'enfant, c'est une nécessité, c'est pas une option, je le crois réellement. Enfin, je crois qu'on est en train de rendre nos enfants fous. Mais alors voilà, ça je suis sûre qu'on est sur le bon chemin, fondamentalement, mais je pense qu'on est trop rapide. L'engouement provoque de la rapidité et une perte de contact avec l'essence de la pleine conscience. Et c'est là qu'on doit réfléchir. On devrait tâtonner. Il y a des programmes, alors des programmes qui viennent d'autres pays qu'on peut réfléchir à adapter. Par exemple, le Dot-B Trading, on pourrait l'adapter en Europe, le traduire, l'adapter. La traduction, à ma connaissance, n'est pas encore terminée, mais moi je pense qu'on doit vraiment re-questionner, même ces programmes-là, je ne vois pas que le dialogue exploratoire ait la place qu'on devrait lui accorder. Donc pour moi, je me réjouis d'avoir les avis des autres, parce que pour moi c'est vraiment un problème essentiel, le dialogue exploratoire et puis les exigences de la pratique personnelle. Et ce n'est pas simplement des exigences, enfin vous l'aurez compris, et curieusement aussi quand je vois ça, je me disais, attendez, je vais trouver le bon bouton, voilà, non, c'est pas ça, je reviens en arrière. Ça, voilà. On est très fort non, c'est une boutade. C'est beaucoup plus facile de s'occuper de ça et de ça, ça on connaît mieux, hein. Mais ça
Ça, c'est un peu plus compliqué et surtout, ça demande un engagement important. Et ça demande, oui, ça demande un engagement important. Est-ce qu'on veut aller trop vite et puis oublier cet engagement-là, oublier la base de ce qu'est la pleine conscience? Moi, j'aimerais juste, et je suis pleinement d'accord avec ce que tu disais, qu'on parle des vraies choses. Si on fait de la pleine conscience, on fait de la pleine conscience. Mais sinon, qu'on parle d'exercice de respiration. Et moi, je vais peut-être vous choquer, mais moi, je me demande même certaines recherches, résultats de recherche qui sont faites, est-ce qu'on a mesuré des effets d'exercice de respiration et d'attention, ou est-ce qu'on a mesuré des pratiques de pleine conscience? Je vous choque, mais vraiment, voilà, je ne sais pas. Bonjour, vous parliez à un moment donné du programme Estis pour les enfants autistes. Concrètement, j'aurais voulu savoir si vous aviez des références bibliographiques. Oui, attendez. Oui, Susan Buggles a écrit un livre en anglais, il n'a pas été traduit en français malheureusement. Donc sur la slide, voilà, si vous tapez Susan Buggles My Mind, vous allez tomber sur son livre, sur le Mindful Parenting. Juste pour indication, vous aurez accès par le biais du caméraman qui filme également au PowerPoint des participants. S'il y a des choses que vous avez ratées, ne vous inquiétez pas. Oui, moi je suis orthophoniste et je voulais savoir si vous aviez des livres ou des formations sur Genève pour m'orienter un petit peu de la même façon que vous sur la pleine conscience et les enfants. Écoutez, nous avons mis sur pied à Genève une formation qui va débuter en novembre 2016, qui est accessible sur mon site, justement en essayant de prendre en compte tous ces aspects-là, ces questionnements qu'on a. Donc oui. Donc je pourrais vous donner mon adresse de site internet www.mbsr-ge.ch et vous aurez toutes les indications. Le site n'est pas encore 100% prêt, mais voilà. www.mbsr-ge.ch